Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content et honoré d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci à Marie Melchior pour l'invitation. Et je vais tâcher de partager au mieux mes connaissances, en effet théoriques et de terrain, avec vous pour compléter l'exposé de Maria. Alors, tout d'abord, je tiens à signaler que j'ai une absence de lien d'intérêt par rapport à la conférence aujourd'hui. Mais par contre, j'ai un certain intérêt pour la question du lien. En tant que psychologue, les liens dans la relation thérapeutique et plus globalement dans les relations que nous entretenons entre humains à différentes échelles, au niveau familial jusqu'à l'ensemble de l'humanité, nos liens au monde, à la spiritualité. D'ailleurs, religion pourrait venir du mot religare, qui veut dire relier. Mais aussi les liens évidemment aux substances, aux comportements et à soi-même. Cette question du lien est fondamentale car les liens peuvent relier, mais ils peuvent aussi entraver. C'est notamment une réflexion qui est dans le livre de François Marty qui s'appelle « Les liens » et quelques-unes de ses figures. François Marty, que j'ai eu l'occasion d'avoir comme prof de psycho il y a bien longtemps à l'université Paris 5. Deuxièmement, j'ai un intérêt pour la question des déviances aux lois et aux normes, et cette question est chère à Pierre Cosselin, qui fut mon directeur de master en psychologie du développement. Et puis, un dernier intérêt pour la question des états modifiés de conscience. Je ne peux pas parler des états modifiés de conscience sans avoir une pensée pour quelqu'un qui s'appelle Jimmy Kempfer et qui est la première personne qui m'a proposé du travail après mes études. Jimmy était ce qu'on appelle un usager expert. C'était un exégète de la connaissance des substances de manière empirique et théorique. Je ferai sans doute référence au savoir qu'il m'a transmis. En termes de plan, je vous proposais donc une brève introduction, et puis ensuite, vous me proposez 4 questions. Peut-on présenter une addiction à tout ? L'addiction, une maladie, point d'interrogation. Consommation hors addiction, addiction hors consommation. Et que peut-on faire ? Et puis, je terminerai bien évidemment par une petite conclusion. En guise d'introduction, et dans ce lien que nous commençons à créer, je vais donc vous parler un peu de moi. Ce n'est pas une question d'ego, c'est plus une façon de faire connaissance et vous permettre de savoir d'où je parle. Je ferai référence à Emmanuel Venet, qui a écrit un chouette ouvrage sur ce qu'il appelle la psychiatrie artisanale, et je me considère comme un petit artisan de la psychologie en addictologie. Depuis plus de 20 ans, je travaille dans le domaine de l'addictologie, notamment dans des consultations pour les jeunes consommateurs, mais aussi dans d'autres structures pour des publics plus âgés. D'ailleurs, quand j'ai commencé à m'impliquer dans ce domaine, au début des années 2000, l'addictologie n'existait pas. Maria en a parlé tout à l'heure. En fait, il y avait des centres de soins pour toxicomanes, il y avait des centres de cure en alcoolologie. J'y reviendrai. Et maintenant, comme ça a été dit, je travaille au CHU de Bordeaux avec une activité en santé publique. C'est de l'addictovigilance, c'est une mission de veille sanitaire sur les effets délétères des psychotropes afin de guider les politiques publiques. On dépend de l'Agence de sécurité du médicament. Et puis, par ailleurs, j'ai une activité clinique auprès de patients dans une ELSA. C'est une équipe de liaison et de soins en addictologie qui a la particularité d'être en pédiatrie. C'est-à-dire que j'exerce aux urgences pédiatriques où j'accueille, je reçois et j'accompagne les adolescents qui arrivent après avoir consommé. Pour conclure cette petite introduction où je parle de moi, le titre de la chaire fait vraiment écho à cette pratique actuelle puisque de la souffrance individuelle à l'action populationnelle, c'est exactement dans ce cadre que je me situe. Voilà, j'ai fini avec moi, on peut passer au reste de l'exposé. Donc, si ça veut passer. Alors, cette première question, peut-on présenter une addiction à tout ?
Je vous ai remis cette affiche de 2004 du CRIPS qui disait « Ceci n'est pas une drogue », en référence à René Magritte, avec cette idée que finalement l'alcool et le tabac n'étaient pas des drogues puisque ce sont des produits illicites. Et puis par ailleurs, je passerai rapidement, mais vous voyez que le terme addiction, il en a été question tout à l'heure, ou addict, qui a plutôt une valence négative, en fait, est utilisé une sorte de retournement en son contraire, et on le retrouve avec des produits ou des magasins qui s'appellent addiction. Alors, en tant que psychologue, je ne pourrais me passer de faire une référence à Sigmund Freud. Et c'est assez intéressant, dans ses lettres à Fliss, son ami William Fliss, il écrivait « J'en suis venu à croire que la masturbation est la seule grande habitude, le besoin primitif, et que les autres appétits, tels que le besoin d'alcool, de morphine, de tabac, n'en sont que des substitutifs, les produits de remplacement. » Et alors, c'est assez extraordinaire, ça fait un peu cliché pour Freud, je vous l'accorde, mais ce qui est quand même assez fascinant, c'est qu'à l'époque, il avait déjà possiblement fait un lien entre ce qu'on appellerait aujourd'hui les addictions comportementales, sans substance, et les addictions avec substance. Ce cadre psychanalytique de pensée autour des addictions, c'est celui de Pascal Golovin, qui était mon maître de stage professionnalisant en 2004 au centre de soins pour toxicomanes de la maison d'arrêt de Fresnes, et évidemment, je pense à lui. Toujours pour se demander si on peut présenter une addiction à tout, on a vu des définitions tout à l'heure qui ont déjà été présentées. Là, je ferai référence à Aviel Goodman, donc on fait un bond dans le temps. On arrive dans les années 90, et Aviel Goodman, qui est un psychiatre américain, propose la définition suivante. L'addiction est un processus par lequel un comportement qui peut fonctionner à la fois pour produire du plaisir et pour soulager un malaise intérieur, est utilisée sous un mode caractérisé par l'échec répété dans le contrôle de ce comportement et la persistance de ce comportement en dépit des conséquences négatives significatives. Alors, il y a vraiment pas mal de choses dans cette définition. Je vais boire un petit peu d'eau. Mais je vais vous donner un exemple concret d'un adolescent de 15 ans que j'avais reçu dans une consultation pour les jeunes consommateurs à l'époque où je travaillais en Guyane française. Et cet ado avait eu une grosse consommation de cannabis, mais quand je le rencontre, il fume un joint de temps en temps. Donc on fait le point sur ses consommations. Il était venu à la demande de ses parents qui étaient inquiets sur le fait d'avoir trouvé du cannabis chez eux. Rapidement, en fait, on échange sur ses activités. Et il fait énormément de musculation de manière quotidienne, et voire plusieurs fois par jour, dans une salle prévue à cet effet. On voit comment la musculation, finalement, répondait à cette définition de l'addiction chez lui. C'est-à-dire que d'une part, ça lui procurait du plaisir, d'autre part, il évoquait très bien un effet anxiolytique apaisant de ces sessions de musculation, qu'après il était bien, qu'il pouvait se reposer, qu'il pouvait dormir, ce qu'il avait beaucoup de mal à faire en général. Et l'autre élément de la définition d'addiction, c'est qu'en fait, il lui arrivait régulièrement de se faire mal en poussant trop loin dans l'exercice, et pourtant, il continuait quand même à pratiquer. Et en plus de ça, ce qui nous avait beaucoup inquiété, c'est qu'il avait commencé à consommer des médicaments stéroïdes afin de prendre plus de masse musculaire, des médicaments qui étaient vendus au marché noir, qu'on avait fait analyser du coup pour savoir exactement ce qu'il y avait dedans et travailler avec lui sur le fait potentiellement qu'il arrête de consommer ces substances. À propos de substances, pour savoir si on peut être addict à tout, là c'était un cas plutôt d'addiction comportementale, je viens de vous parler, mais les produits ont un potentiel addictif différent. On en a déjà un petit peu parlé, et je vais vous présenter cette étude de Gabel de 2006, qui est assez intéressante. Globalement, sur l'axe des abscisses, ce qu'on appelle le ratio de sécurité, c'est un ratio entre la dose létale et la dose considérée comme active. Mais là, l'intérêt se porte plutôt sur l'axe des ordonnées, où vous voyez que Gabel a calculé un score de pharmacodépendance à partir d'une revue de littérature, et on voit en effet que dans les substances qui potentiellement sont les plus addictives, on a l'héroïne, la morphine et la nicotine, dont il était question ce matin. Un peu paradoxalement, c'est un produit énormément consommé et pourtant énormément addictif. Je reviens rapidement sur cette histoire de classification internationale. Donc maintenant, vous connaissez toutes les classifications internationales en psychiatrie. Il y a le DSM, la CIM.
En ce qui concerne donc, la classification sortiale des maladies, la CIM, il y a 3 niveaux de rapport à la substance, usage simple, abus, dépendance. Et dans le DSM, depuis la 5e édition, en fait, c'est un continuum entre un usage léger jusqu'à un usage sévère. Ça, c'est un élément important. L'autre élément important qui a changé par rapport à la version précédente, c'est la notion de craving. Et je vais réutiliser ce mot car aujourd'hui, en addictologie, il est très utilisé pour comprendre le phénomène addictif, voire certains chercheurs sont en train d'identifier si ce ne serait pas un signe pathognomonique de l'addiction et que finalement, s'il y a craving, il y a addiction. S'il n'y a pas craving, il n'y a pas addiction. Mais c'est encore en cours de validation. Le craving, pour la définition, c'est l'envie irrépressible de consommer, qui peut amener des personnes à partir au milieu de la nuit pour aller chercher de la substance ou trouver un bureau de tabac ouvert, par exemple, maintenant qu'on sait que le tabac est fortement addictif. Et le dernier élément intéressant, et on en a parlé dans les questions tout à l'heure, c'est la question du caractère illicite qui a été retiré de cette classification, parce qu'en effet, c'est une classification internationale, et dans la mesure où les législations sont différentes en fonction des pays, ça fait qu'on a des critères en plus, notamment dans des États aux États-Unis, en fonction du côté où on est de la frontière, on va se retrouver plus ou moins addict, parce que le cannabis est légal d'un côté et illégal de l'autre côté. Donc ce critère a été retiré, et ce qui nous arrange bien pour parler des addictions comportementales, puisque, a priori, il n'y a pas de substance, ce sont des pratiques licites. À propos justement des addictions comportementales, comme ça a été dit, je passe rapidement dessus, dans le DSM, il n'y a que le jeu d'argent pathologique, gambling disorder, qui est présent, et il y a le gaming disorder, les jeux vidéo en ligne, qui sont potentiellement en train d'être évalués pour être présents dans le prochain DSM. Dans la CIM, il n'y a pas d'addiction comportementale présente dans la 10e édition, mais dans la 11e, qui est active depuis 2022, on a donc le gambling disorder, le jeu d'argent, et le gaming disorder, le trouble des jeux vidéo. Est-ce qu'on peut être addict à tout? On en a aussi déjà parlé, la question du sucre. Fascinant. Serge Ahmed est un chercheur en neurologie à Bordeaux qui travaille sur le modèle animal et qui historiquement travaille sur les addictions et notamment l'addiction à la cocaïne. Et lors de ses études, il comparait du coup à quel point des rats ou des souris pouvaient s'administrer de la cocaïne et pour avoir un contrôle, il donnait aux souris en alternance ou au choix une solution sucrée. Et il s'est rendu compte que les souris avaient tendance à revenir beaucoup sur la solution sucrée. Et donc, il a monté des protocoles de recherche pour évaluer l'addiction au sucre. Et donc, vous voyez, entre une solution sucrée que la souris peut boire ou une cocaïne en intraveineuse à 0,25 mg par injection, il a constaté au niveau cérébral que ce sont les mêmes zones qui sont activées. Mais par contre, un des résultats majeurs, c'est que la souris ce sont des rats. Les rats ont une préférence rapide et marquée pour l'eau sucrée. Et donc, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est vrai que sur cette théorie que vous connaissez peut-être de l'escalade qui amène à dire que si on commence, par exemple, à fumer du cannabis, on va finir par prendre de l'héroïne, on est certainement un certain nombre d'entre nous à avoir commencé à prendre du sucre très tôt dans notre vie. Heureusement, on ne consomme pas tous de l'héroïne aujourd'hui, enfin, je ne sais pas pour vous. Deuxième exemple, la question des écrans. Alors là, c'est aussi une équipe du Bordeaux, vous allez croire que je suis très chauvin, c'est un peu le hasard qui fait les choses. L'équipe du professeur Marc Couriacombe travaille actuellement sur la question de l'addiction aux écrans. On a vu que c'était un sujet d'actualité. Cela dit, ça remonte à un certain temps, parce que je me souviens, enfant, de discussions avec mes camarades sur le temps de télévision à la maison, par exemple, et ça fait un certain temps qu'il y a des écrans dans les maisons. Alors aujourd'hui, évidemment, il y en a beaucoup plus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir estimer qu'il y a une maladie, un trouble de l'usage des écrans, il va falloir pouvoir le démontrer scientifiquement et donc à partir de là, mener des études pour regarder si les critères du DSM, notamment c'est le manuel qu'ils ont choisi, vont pouvoir être applicables à des gens dans leur pratique des écrans. Pour arriver vers la fin de cette première partie, je n'ai pu m'empêcher de relever une citation de notre président de la République le mois dernier
lors d'une conférence de presse avec Volodymyr Zelensky, où Emmanuel Macron dit que la Russie souffre d'une forme d'addiction à la guerre. Alors, on peut se questionner, je pense que ça ne rentre pas dans les catégorisations internationales, mais c'est peut-être une métaphore, ou est-ce qu'il sous-entend à ce moment-là que les Russes ne peuvent pas s'empêcher de faire la guerre malgré la connaissance des effets négatifs de la guerre? Je ne ferai pas de politique ici. Deuxième exemple, plus récent, puisqu'il remonte exactement à une semaine dans Le Parisien, la championne de tennis Caroline Garcia a communiqué sur le fait qu'elle s'est vue proposer une grande somme d'argent par une entreprise qui fait des paris en ligne. Donc de proposer de soutenir, je crois que c'est un podcast qu'elle mène, et elle a refusé, et en donnant comme argumentaire notamment le fait qu'elle ne veut pas créer de l'addiction, et les addictions qui peuvent détruire des vies. Et en effet, là pour le coup, on a vu que le gambling disorder fait bien partie des troubles psychiatriques, et ça fait bien référence à ça manifestement. Et c'est potentiellement tout à son honneur. Donc pour finir cette première partie, en synthèse, il y a l'idée que, d'une définition très large, l'addiction potentielle est présente s'il y a une source de plaisir, voire l'évitement d'un déplaisir et une perte de liberté de s'abstenir. Ça, c'est la définition très large. Et plus spécifiquement, pour définir comme maladie d'addiction, il y a une nécessité d'un nombre de critères présents sur une période donnée à valider par la science. Et petit conseil lecture, 2 ouvrages qui remontent à 2005. Le premier, c'est Dépendance qui nous gouverne, du Dr William Lowenstein, qui a été un médecin très impliqué auprès des usagers de drogue qu'on appelait toxicomanes à l'époque. A été, je pense, le premier médecin français à vulgariser dans un ouvrage grand public la question des addictions, aussi bien comportementales qu'avec substance. Et c'est-à-dire qu'il y a des chapitres sur chaque type d'addiction, comportementale ou avec substance, et c'est assez intéressant de mettre tout au même niveau, sachant que lui travaillait principalement avec des consommateurs d'héroïne ou de cocaïne précédemment. Et à côté, un livre du professeur Michel Reynaud, qui a été un des artisans de l'addictologie française, notamment de l'addictologie hospitalière. Et donc en 2005, il a écrit un livre qui s'intitule « L'amour est une drogue douce en général ». Et c'est un ouvrage assez sympathique, puisqu'en fait, il propose un comparatif entre le sentiment amoureux et la passion, et les addictions, notamment au niveau des mécanismes neurologiques, mais aussi au niveau sociaux et psychologiques. Passons à la deuxième question. L'addiction, une maladie. On pourrait se dire, j'ai déjà répondu, et on parle depuis ce matin du fait que, a priori, les questions de santé mentale, il y a des troubles psychiatriques qui peuvent être présents. L'addiction, on a vu qu'il y avait des catégorisations psychiatriques. Si on reprend dans l'histoire, il a été dit que depuis que l'homme est présent sur Terre, sans doute il consomme des psychotropes, et même si on va un petit peu plus loin, en éthologie, sur l'étude des animaux, on a pu constater que certains singes, par exemple, ont des consommations préférentielles de fruits qui ont commencé à moisir, et donc par conséquent, il y a une production d'éthanol dans ces fruits, et donc ils altèrent manifestement leur esprit en consommant ces fruits qui ont commencé à macérer. On sait aussi que des dauphins, par exemple, consomment du foubou, qui est un poisson qui, lorsqu'il est sans attaquer, va délivrer une toxine qui va provoquer des effets psychotropes. Et les dauphins, il y a des films magnifiques où on les voit jouer avec ces poissons et manifestement être défoncés. Donc, ce n'est pas inhérent à l'être humain que d'altérer sa conscience. Mais en tout cas, ce qui est peut-être plus inhérent à l'être humain, c'est d'avoir considéré que le fait d'abuser d'une substance est un péché, un vice, voire une faiblesse. Notamment, dans la Bible, le cas d'ivrognerie de Noé, qui a des conséquences du coup dans la relation avec ses fils, est très clairement un bon exemple. Si on remonte plutôt au XIXe siècle, il y avait des ligues de vertu anti-alcoolisme par exemple, et donc on voit bien comment c'était la vertu qui devait pallier aux troubles de l'usage. Et puis la faiblesse, finalement, c'est assez intéressant parce que je pense qu'encore aujourd'hui, on a beaucoup en tête l'idée que c'est une question de motivation. Si tu veux arrêter, il suffit de vouloir.
Sauf qu'en fait, généralement, c'est quand on projette quelque chose de nous-mêmes sur la personne qui a un trouble de l'usage qu'on peut dire ça. Mais quand soi-même, on a expérimenté un trouble d'usage, on se rend compte que ce n'est pas qu'une question de volonté ou qu'une question de motivation. C'est un peu plus compliqué, même si ça joue bien évidemment. Et donc, c'est ce qu'on disait là dans les questions tout à l'heure, donc je passe rapidement, cette notion du brain disease model, la maladie du cerveau. Ça, c'est Lechner qui, en 1997, a publié un édito dans lequel, vraiment, il posait ce concept-là, et exactement dans l'indication dont on parlait, c'est-à-dire que l'objectif était de dire que c'était une maladie, et que par conséquent, ce n'était pas justement un vice ou une faiblesse, mais qu'il y avait une pathologie qui existait dans le rapport aux substances. 20 ans plus tard, Eiling et les collaborateurs ont repris cet article pour le valider avec des nouvelles données de la science, notamment au niveau génétique, et aussi en faisant un parallèle avec les troubles obsessionnels compulsifs, et en imaginant que finalement, il y a des circuits qui sont en partie les mêmes dans une pathologie qui est identifiée, le TOC, et dans les troubles d'usage de substances. Et ça, en France notamment, il y a le professeur Luc Mallet qui travaille aussi bien sur les TOC que sur les addictions au niveau de la neurologie, dans ce souci de regarder exactement ce qui se passe au niveau neurologique dans ces différentes pathologies psychiatriques. Une autre grille de lecture par rapport à l'addiction, c'est de se demander si ce n'est pas une réponse à une souffrance ou à un traumatisme. Et ça, c'est notamment le docteur Gabor Maté qui communique beaucoup dessus, avec l'idée que finalement, quand on a été traumatisé, on va chercher à apaiser ce qui s'est passé, à pouvoir vivre avec ce trauma, et que la consommation de psychotropes va permettre de supporter ce qu'on a vécu. Le point suivant, c'est le concept de société addictogène. Ça, c'est un psychologue français, Jean-Pierre Coutron, qui l'a rédigé dans un article en 2012. Et ça fait parfaitement lien avec la conclusion de la conférence de Maria, dans cette idée qu'on vit dans une société qui va, pour différentes raisons, nous amener à consommer, voire à surconsommer. Donc ça, c'est vrai potentiellement sur l'ensemble de ce qu'on peut acheter dans les magasins, mais finalement, du coup, c'est aussi vrai pour les psychotropes. Et puis, un dernier élément pour réfléchir autour de cette question de maladie, c'est la question des pathologies duelles. Les pathologies duelles, ce sont des pathologies qui vont être présentes chez une personne au même moment et pour lesquelles il va y avoir une synergie entre elles, et notamment des pathologies psychiatriques et des addictions. À titre d'exemple, c'est la question de la schizophrénie et du trouble d'usage du cannabis. C'est la question du trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité et l'utilisation de la cocaïne. Et là, je reviens du Congrès français de psychiatrie la semaine dernière, et c'est vraiment un sujet sur lequel se penchent énormément de psychiatres actuellement, de réfléchir finalement sur comment on accompagne ces patients, sachant que des données montrent qu'il y aurait 40 à 50% des patients qui sont suivis en succinctologie qui, par ailleurs, ont un trouble psychiatrique. On a parlé du modèle biopsychosocial, j'y reviens, avec une grille de lecture un tout petit peu décalée. Ça, c'est Norman Zinberg en 1984 qui a proposé le concept de set on setting. Le set pour l'individu et le setting pour le contexte. C'est l'idée que l'effet d'une substance est la résultante de la rencontre entre un individu et une substance dans un contexte donné. Et qu'il est important de toujours prendre en compte ces trois variables-là quand on accompagne quelqu'un qui consomme des substances, quel que soit son niveau de consommation en fait. Alors, la substance, pendant longtemps, c'était la cause. C'est-à-dire qu'on s'était dit que, j'étais pas là, mais que globalement, si on enlève la substance, il n'y a plus d'addiction. C'était le principe des cures de sevrage, de se dire, finalement, si on met quelqu'un à distance et qu'il n'a pas accès à la substance, ça va aller mieux. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas très bien au regard du taux de rechute, notamment s'il n'y a pas un travail d'accompagnement autour de l'addiction qui est réalisé justement pendant cette mise à distance de la substance. La question de l'individu, elle est multiple. Ça peut être des facteurs génétiques, des facteurs psychologiques, on en a parlé, des facteurs biologiques divers. Et je voulais faire un focus sur la question du contexte, parce que finalement, c'est celle qui a été mise le plus de côté pendant longtemps, mais
Bruce Alexander est arrivé avec le Rat Park. Alors, je vous explique un petit peu ce que c'est. Bruce Alexander est un psychologue nord-américain qui travaillait sur les addictions. Et il utilise aussi le modèle animal avec des rats, un peu sur le modèle de ce que je vous ai présenté tout à l'heure par Serge Ahmed. Et en fait, il s'est dit, mais mes rats de laboratoire, ils sont peut-être pas très heureux dans leur cage tout seuls toute la journée, à les sortir juste pour faire une expérience et après je les remets dans la cage. Et donc, il a créé une grande cage avec une vingtaine de rats, donc des partenaires de jeu, des partenaires sexuels, de la nourriture à volonté. Et là, ce qu'il a constaté, c'est qu'il a divisé par 19 l'usage de morphine que les rats pouvaient s'auto-administrer grâce à un environnement qu'on appelle augmenté. Alors, encore une fois, c'est le modèle animal. Cette étude a été difficile à reproduire, donc il y a des limites à cette étude, mais en tout cas, c'est séduisant de se dire que le contexte joue un rôle prépondérant et l'environnement joue un rôle prépondérant dans le trouble de l'usage. Pour conclure sur cette partie, quelques recommandations de lecture. Alors là, il n'existe qu'en anglais, c'est The Outagent Book of Philosophy and Science of Addiction. C'est extraordinaire pour toutes les questions que vous pouvez avoir sur justement le modèle biopsychosocial ou au contraire le Brain Disease Model, les différentes méthodes d'études en épidémiologie. Il y a aussi Bruce Alexander qui a fait un chapitre dedans notamment. C'est une vraie bible sur le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas, de Anna Picard et Serge Ahmed. Et dans l'introduction, il y a une jolie réponse de Anna Picard, d'ailleurs j'en profite, sur cette question, notamment du modèle biopsychosocial, et de savoir quels sont les facteurs qui jouent le plus, puisque la question a été posée. Et elle propose de répondre avec la fable des aveugles et l'éléphant. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ce sont des aveugles qui arrivent devant un éléphant, et chacun va toucher une partie. Et en fait, du coup, il y en a un qui va dire « Ah bah c'est un arbre que j'ai devant moi parce qu'il touche une jambe ». Un autre qui va dire « C'est un serpent parce qu'il touche la queue ». Un troisième, ou la trompe. Un autre va dire « C'est une tige parce qu'il touche la queue », ainsi de suite. Et en fait, l'explication globale, ça va être le fait de croiser l'ensemble de ces regards qui va permettre d'avoir une vision globale et holistique du phénomène de l'addiction. Et dernière recommandation de lecture, alors beaucoup plus léger, mais vraiment truculent, c'est Jacques Barsony, qui est un médecin généraliste, qui a passé sa carrière en cabinet de ville à recevoir ce qu'on appelait des toxicomanes à l'époque. Et son ouvrage précédent, Lettre ouverte aux drogués et aux autres s'il en reste, est vraiment truculent et à la fois c'est vraiment une histoire très clinique où il décrit comment il travaille avec les patients. Et pour le coup, alors je m'excuse, je fais la promotion d'un ouvrage que je n'ai pas encore lu, je vous prie de croire que ça n'arrive jamais, mais son nouveau livre vient de sortir, J'arrête quand je veux, et la 4e de couve dit « L'addiction n'est pas une maladie, c'est peut-être plus grave. C'est moins un truc qu'on a qu'un truc qu'on est. On passe du verbe avoir au verbe être, pour en guérir, il faut changer. » Et donc je me suis dit que cette 4e de couve ne pouvait que signer la fin de cette 2e partie, mais voilà, si c'est au même niveau que l'ouvrage précédent, ça vaut le coup de le lire aussi. Alors, passons à la 3e partie. Consommation hors addiction, addiction hors consommation. Comme on l'a dit, la plupart des personnes qui consomment ne présentent pas d'addiction. Des études américaines montrent qu'il y a en population générale probablement entre 4 et 5% des personnes qui ont une addiction dite sévère sur les critères du DSM avec un score supérieur à 6 et 13% une addiction modérée avec un score entre 2 et 5. Concernant les addictions comportementales, comme on l'a dit, vu que pour l'instant, il y a peu de critères objectifs et partagés, c'est difficile d'évaluer avec vraiment finesse la prévalence de ces troubles. Concernant les consommations hors addiction, on a vu tout à l'heure que les substances avaient des profils plus ou moins addictogènes. Là, sur ce diagramme de Venn qui est réalisé par le RESPAD, qui est le réseau de prévention des addictions, vous pouvez le trouver sur leur site. Les substances sont écrites en tout petit, mais c'est pas grave. Ce qui compte là, c'est vraiment les grandes catégories. Donc vous voyez qu'il y a 4 catégories de psychotropes. Les stimulants, comme la cocaïne, la caféine, les dépresseurs, comme l'alcool, les opiacés, comme l'héroïne, les antipsychotiques, qui sont plutôt du coup des traitements neuroleptiques, et les hallucinogènes ou les psychédéliques. Et ce qu'on voit, c'est que
en fait, certaines de ces substances, potentiellement, peuvent être addictives, mais d'autres peuvent être, au contraire, addictolytiques, c'est-à-dire diminuer l'addiction. C'est le cas notamment des traitements de substitution aux opiacés, dans la mesure où ils sont bien pris, évidemment. Par exemple, on parlait de la méthadone tout à l'heure ou de la buprenorphine haut dosage, qui sont les deux traitements en France qui sont utilisés pour le trouble d'usage des opiacés. Et en fait, ce sont des traitements qui ont une demi-vie très longue, ce qui fait qu'une fois qu'on a pris la substance, on va avoir pendant au moins 24 heures un plateau qui va s'installer où on ne va pas ressentir de manque. Et il a été montré que ça diminue énormément le craving, puisqu'en fait, c'est un plateau, c'est le même principe que les patchs nicotiniques, qui vont diffuser lentement une quantité à peu près stable de la substance. On a posé dans les questions tout à l'heure la question du CBD. J'ai mis un point d'interrogation, en effet. Il y a des études en cours. On attend de voir ce que ça donne, mais notamment pour le cannabis, les Australiens ont commencé à montrer des choses intéressantes. Et puis, dernier type de substance, alors là, c'est quand même complètement surprenant, ce sont les psychédéliques qui sont en bas des hallucinogènes. Ce sont des substances qui sont reconnues pour être très, très, très puissantes, avec des grandes modifications des perceptions, un changement des cognitions, des émotions. Et on aurait tendance à se dire, ces produits sont tellement puissants qu'ils doivent être super addictifs. Et au contraire, ce sont les seuls, avec les antipsychotiques, qui ne provoquent pas d'addiction. Encore une fois, je vous dis, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine, et je n'ai pas rencontré de patient qui est venu demander de l'aide pour une addiction aux psychédéliques. Et même plus loin que ça, en effet, actuellement, elles sont étudiées pour le traitement de l'addiction. Et le premier essai clinique en France vient d'être réalisé dans le trouble de l'alcool et la dépression résistante l'année dernière, avec un papier qui est sorti dans Addiction cet été. C'est l'équipe d'Amandine Luquien, à Nîmes, qui a fait ça. Alors c'est un essai de faisabilité, mais il y avait quand même dans les objectifs secondaires de regarder si ça fonctionne aussi ou pas. Et il y avait des taux d'abstinence à 12 semaines de plus de 50% dans le groupe avec la dose active, contre, de mémoire, c'était 11% dans le groupe placebo. Donc un traitement avec 5 fois plus de résultats que dans l'autre, ça laisse espérer des choses intéressantes. Maintenant, c'était encore une fois un petit échantillon et une étude de faisabilité, il faudra voir la suite. Concernant toujours ces histoires de consommation hors addiction, je ne peux pas ne pas vous parler de cet article de 2011 de Müller et Schumann, qui est extraordinaire. Ils ont fait une revue de littérature monumentale sur ce qui amène les gens à consommer des drogues. En se disant, dans la littérature, on est constamment happé par la question des addictions, mais finalement, l'addiction, c'est une fois qu'on peut potentiellement ne pas s'empêcher de recommencer. Mais qu'est-ce qui fait sinon que les gens consomment ? Et donc, ils ont créé des classes de raisons pour lesquelles les personnes consomment des substances. D'ailleurs, ils sont basés aussi sur le modèle animal et sur l'humain. Alors, il y a 8 catégories. On peut réduire ces 8 catégories en 3 grandes familles, et c'est notamment comme ça que le présente Alain Morel, qui est un psychiatre français qui travaille dans le domaine des addictions depuis longtemps. Il y a une raison qui est l'aspect hédonique, c'est-à-dire la recherche de prise de plaisir. Il y a une raison qui est l'aspect social, consommer, partager une substance, faciliter le lien aux autres. Et une troisième raison qui est l'aspect autothérapeutique, c'est-à-dire, justement comme on voyait par exemple dans ce qu'on appelle les pathologies duelles, l'idée des fois qu'une drogue, par exemple, va être utilisée comme un médicament, soit parce qu'il n'y a pas accès au médicament, soit parce que la personne a rencontré cette substance et qu'elle s'est rendue compte que ça marchait sur elle au moins un temps. C'est l'aspect autothérapeutique. Et ça, au même titre que tout à l'heure, ce que je vous disais sur substance, individu et contexte, c'est l'autre triptyque de base de ma pratique avec les patients que je rencontre, c'est de discuter autour de qu'est-ce qu'ils recherchent dans les substances en fait. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre un peu plus ce qui se passe et pourquoi ils ont envie ou besoin de consommer. Et pourquoi eux-mêmes pour le comprendre du coup. Et puis, toujours sur ces histoires de consommation hors addiction, je voulais quand même vous dire un mot de David Nutt, qui est un pharmacologue anglais et qui était président de la commission anglaise sur l'usage de drogue. Et donc, à ce titre, il lui avait été passé commande d'établir quelles étaient les drogues les plus dangereuses afin de guider les politiques de santé. Et donc, il a fait une étude avec ce qu'on appelle une méthode Delphi, qui est une méthode d'évaluation de différents critères par des experts internationaux. Et alors, c'est écrit en tout petit, mais je pense que vous voyez, là, on évalue la dangerosité pour le consommateur et la dangerosité pour la société. Et la substance qui arrive tout en haut, au-dessus de toutes les autres, c'est l'alcool.
Et donc, David a dit, il va vraiment faire quelque chose en Angleterre par rapport à l'alcool, parce que les autres à côté, ça a l'air vraiment quand même beaucoup moins dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? Il a plus ou moins eu pas de réponse autour de cette question. Et donc, David Nutt, qui par ailleurs est assez truculent, a fait une comparaison entre le nombre de décès associés à l'ecstasy au Royaume-Uni par rapport à la prévalence d'usage évaluée du nombre de comprimés d'ecstasy consommés notamment les week-ends par les jeunes Anglais, au nombre de décès qui arrivent lors de la pratique de l'équitation. Et il a sorti un papier en disant l'équitation est plus dangereuse que l'ecstasy. Et ça lui a coûté son poste. Pour retendre vers la fin de cette troisième partie, sur les consommations hors addiction, addiction hors consommation, sur les addictions du coup hors consommation, les addictions comportementales, jeux vidéo, jeux d'argent, achats, sport, troubles du comportement alimentaire, sexe, ainsi de suite, c'est un bon exemple, finalement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi des addictions qui vont venir contrebalancer la réflexion qu'on a autour de cette fameuse théorie de l'escalade qui a été invalidée depuis. Par exemple, les troubles du comportement alimentaire, on est tous tenus de manger. Donc, quelque part, de base, on mange. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi certaines personnes vont développer ce trouble du comportement alimentaire et pas d'autres? Ça, c'est une chose. Et récemment, des chercheurs, et là, c'est l'équipe de Mélina Fatseas et de Marco Yacombe à Bordeaux aussi qui a travaillé là-dessus, de voir si, finalement, l'anorexie ne relèverait pas d'une forme d'addiction. Et donc, dans cette revue de littérature, ils ont regardé l'ensemble des tableaux cliniques et des critères de l'anorexie. Et en effet, il y a une superposition avec un certain nombre de critères de l'addiction. Et donc, potentiellement, pour certains cliniciens et certains chercheurs en addictologie, les troubles du comportement alimentaire appartiennent aussi au champ des addictions. Pour tendre vers la fin de cette troisième partie, une nouvelle petite recommandation de lecture. Finalement, il y a une intrication entre les addictions comportementales et les addictions aux substances. Pourquoi ? Par exemple, pour le tabac, je ne sais pas si certains d'entre vous sont fumeurs ou l'ont été, mais il y a en effet cette fameuse addiction à la nicotine, mais l'immense majorité des fumeurs reconnaissent bien une addiction au geste aussi, voire à la sensation provoquée par le fait d'aspirer de la fumée, même s'il n'y avait peut-être pas de nicotine dedans. Et c'est exactement ce qu'avait montré Robert Molimar, qui était mon directeur de diplôme universitaire en tabacologie, en développant le concept de défume finalement, et pas tellement d'arrêt du tabac, mais d'arrêter de fumer. C'est aussi le cas pour des usagers que j'ai pu rencontrer qui étaient injecteurs de cocaïne ou d'héroïne et qui, de temps en temps, s'injectaient de l'eau quand il n'y avait pas de substance, juste pour vivre le rituel de l'injection, indépendamment de la prise d'un principe actif. Et puis, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, dans le chemsex, il y a vraiment cette intrication entre la prise de substances, notamment des catinones, qui sont des espèces d'équivalents amphétaminiques à peu de choses près, donc des stimulants majeurs, et des pratiques sexuelles dont une partie de ces hommes sont identifiés comme ayant un trouble sexuel compulsif. Et là, je vous invite à lire cet article de Muriel Grégoire, qui est psychiatre à Aix-en-Provence, qui travaillait à Paris avant et qui connaît très très bien le sujet. On arrive à la dernière partie. Du coup, maintenant que je vous ai dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vais m'emparer de la théorie des 4 piliers, qui est une théorie suisse autour des addictions, à l'époque basée sur l'action de la toxicomanie. Et donc, la répression, la prévention, la réduction des risques et les soins. Alors, sur la répression, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est la question de l'encadrement législatif et de la limitation à l'accès. Pour les substances, en France, c'est la loi de 1970 qui identifie des substances comme stupéfiants, et puisqu'ils sont stupéfiants, ils sont interdits à la vente, à l'usage, il est interdit de les donner aussi, voire d'en faire la promotion sous un jour favorable. Et cette loi a aussi une particularité, c'est qu'elle fait des usagers de stupéfiants des délinquants, puisqu'ils transgressent la loi, mais aussi des malades, puisqu'ils sont reconnus comme pouvant bénéficier de soins anonymes et gratuits par rapport à donc ce qu'on appelait la toxicomanie à l'époque. Et puis pour l'alcool et le tabac, la loi E20 notamment, et puis l'ensemble de ces dérivés qui encadrent ces consommations. Sur les comportements, c'est un peu plus complexe, mais on voit des choses apparaître, comme l'interdiction en effet des jeux d'argent pour les mineurs, ou aussi l'interdiction récente des plateformes de sites pornographiques pour les mineurs, par exemple.
Mais finalement, le constat, c'est qu'interdire les drogues n'empêche pas de consommer. Par exemple, le cannabis est interdit en France, et pourtant, pendant de nombreuses années, la France, qui avait la politique la plus répressive sur les stupéfiants, était le plus gros consommateur de cannabis d'Europe, en termes de prévalence, pas en termes de valeur absolue. Là, actuellement, on parlait du CBD tout à l'heure, il y a de nombreux consommateurs qui s'orientent vers des substances de cannabis synthétique, des cannabinoïdes de synthèse, parce que ce n'est pas classé encore comme stupéfiant. Ça a été le cas du HHC, par exemple, l'année dernière, avec des effets très délétères de substances qu'on ne connaît pas, qui sont consommées par des usagers qui ne savent pas ce qu'elles font, et souvent c'est très fortement dosé, et ça provoque des passages aux urgences, parce qu'il y a un déplacement en fait, de consommation sur d'autres. Et en effet, on n'interdit pas le sucre, l'activité sexuelle ou le jeu. C'est encore une fois un parallèle qu'on peut faire entre les addictions comportementales et les addictions avec substances. Et ça amène à penser les choses différemment, et notamment en termes de prévention. Et là, je ferai référence à Jean-Sébastien Fallu, qui est professeur de psychoéducation au Québec, et qui proposait l'idée d'une éducation drug positive pour réduire la stigmatisation et améliorer la santé, un peu sur le modèle de l'éducation sexuelle, mais par rapport aux drogues. Donc la prévention, à propos, qu'est-ce que c'est prévenir, empêcher qu'un effet ne survienne, repérer les débuts d'une conduite dangereuse et empêcher les complications et les séquelles provoquées. Ça, c'est le terme général. Mais le plus intéressant sur cette partie sur la prévention, j'y arrive tout de suite, c'est ce vieil article de 1965 des Néerlandais sur le cannabis. C'est vrai que chez eux, il y a une tolérance grâce à l'Opium Act ou à cause de l'Opium Act, je ne sais pas comment il faut le dire, pour la consommation de cannabis et notamment de champignons hallucinogènes en Hollande. Là, De Hess a fait une étude vraiment très intéressante auprès d'élèves d'après l'âge du collège. Et ils ont fait 4 groupes. Alors, au total, il y avait plus de 1000 enfants, c'était quand même il y avait une belle puissance. Et donc, il y avait un groupe contrôle où ils ne faisaient pas d'action. Il y avait un groupe warning, où ils allaient en classe, ils disaient « Attention, le cannabis, c'est très dangereux, ça peut provoquer ou faire décompenser une schizophrénie, ça peut provoquer des cancers, parce que c'est fumé, ainsi de suite. » Il y avait un groupe factual, c'est-à-dire qu'il y avait une information objective et totale sur la substance qui était donnée, aussi bien sur les bénéfices potentiels que sur les effets délétères, et un groupe personnel qui consistait en une discussion avec les ados autour de qu'est-ce que c'est que d'aller bien à l'adolescence et comment on peut faire pour aller bien. Et donc, vous avez le diagramme devant vous, c'est juste magnifique. Ils ont réévalué, quelques temps après l'intervention en classe, le nombre de consommateurs de cannabis dans les classes. Et le seul groupe où il y a moins de consommateurs, c'est dans le groupe de discussion sur le bien-être. Et ça, finalement, vous voyez, 1975 en Hollande, et c'est les prémices de ce qu'on fait maintenant en France depuis quelques années, avec différents programmes qui travaillent sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales, finalement. Et de se dire, il faut décentrer en prévention la question des substances, plutôt pour aborder les ressources qu'on a pour interagir avec le monde et justement potentiellement avec les substances qu'on pourrait se voir proposer ou qu'on pourrait expérimenter. Alors, il y a notamment le Good Behavior Games, qui est porté par GBG France, ou Unplugged, qui est un autre programme porté par la Fédération Addiction. Et par ailleurs, sur les écrans, par exemple, il y a encore beaucoup de prévention ciblée. Alors c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est parce que c'est nouveau qu'on s'est dit qu'il faut absolument le cibler ou est-ce qu'il faudrait inclure ça? D'ailleurs, dans Unplugged, il y a une partie aussi en lien avec les écrans, pour le coup. C'était la partie prévention. Sur la réduction des risques, je passe rapidement, je vois que le temps passe. La RDR, comme on l'appelle, est une pratique qui existe en France depuis l'épidémie de sida, notamment chez les injecteurs d'héroïne, principalement à l'époque, puisque l'État a choisi un remède qui, quelque part, a été pire que le mal, puisqu'en fait, en interdisant la vente libre des seringues, Jacques Chaban-Delbas, Premier ministre, avait interdit la vente des seringues. Les usagers, du coup, lui pensaient qu'ils allaient arrêter de consommer, mais encore une fois, l'addiction, c'est plus complexe que ça. Ils ont partagé leur matériel et c'est ainsi qu'il y a eu une épidémie de VIH et aussi d'hépatite C chez les injecteurs de drogue, vraiment énorme sur cette période-là, jusqu'en 1987, où Michel Barzac, ministre de la Santé, a réintroduit la possibilité d'accéder à une vente de seringues. Ensuite, il y a la définition donc, de cette réduction des risques qui est proposée par Anne Coppel, qui est une militante et une chercheuse dans la réduction des risques. Je passe rapidement dessus. C'est très en lien avec cette histoire d'injection et comment, en effet, essayer de prendre le moins de risques possible si on décide de consommer, sachant que la meilleure façon de ne pas prendre de risques, c'est de ne pas consommer.
Je reviens sur les collègues suisses de première ligne qui sont des acteurs de réduction des risques en Suisse pour ce petit diagramme qui est sur leur site internet. La fameuse théorie des 4 piliers qu'ils connaissent bien puisqu'elle est issue de chez eux. Et là, elle est dessinée en fonction des fonds alloués pour chaque axe de ces 4 piliers. Et donc, la répression, alors je n'ai pas les chiffres, je m'excuse, mais je pense qu'il y a à peu près un équivalent proportionnel en France. La répression en tête de file, le soin déjà bien derrière, la prévention en très petit et la réduction des risques en infime. C'est notamment cette fameuse question, par exemple, de l'ouverture des salles de consommation à moindre risque, appelées vulgairement salles de shoot. Il devait y en avoir, je crois, une dizaine en France, et finalement, pour l'instant, il n'y en a que 2. Alors qu'a priori, les peurs que ça incite à consommer sont complètement invalidées. Et il y a d'autres formes de réduction des risques, et là aussi en lien avec les addictions comportementales. Alors, sur la réduction des risques, il y avait celle sur l'injection, il y a des associations communautaires comme Technoplus, dont je ne peux pas ne pas parler, qui font de la réduction des risques en milieu festif sur d'autres substances. On parlait d'ecstasy tout à l'heure, par exemple, ou de substances psychédéliques. La Société psychédélique française, par exemple, a été un guide autour de conseils de réduction des risques sur ces substances qui ne sont pas addictives, mais qui peuvent entraîner des conséquences délétères, notamment psychiatriques. Il y a un réseau de réduction des risques numériques, le réseau de IRDR, avec l'idée d'agir à l'endroit où les gens sont, et donc de développer de la communication auprès des consommateurs via les réseaux sociaux. Il y a, je tenais vraiment à en parler, quelque chose qui existe qu'à La Réunion, à ma connaissance pour l'instant, mais il faut vraiment qu'on développe ce type de projet. C'est une salle d'expérimentation numérique, c'est la consultation Jeunes Consommateurs et son psychologue Jacques Navon qui a monté ça. C'est l'équivalent d'une salle de consommation, mais sur les jeux vidéo. Et donc les jeunes peuvent venir jouer, il y a des éducateurs et ils travaillent ensemble sur ce qui se passe sur les périodes de jeu et notamment de comment est-ce qu'on décide quand est-ce qu'on arrête de jouer, comment est-ce qu'on gère son craving, comment est-ce qu'on accepte les règles ou pas. C'est vraiment un projet innovant depuis plus d'1 an et je tenais vraiment à vous en parler. Et puis, une dernière grille de lecture, c'est celle de Marc Valeur du Centre médical Marmottan sur les conduites ordaliques. L'ordalie, vous connaissez, c'est le fait de remettre sa vie entre les mains de Dieu, et notamment au Moyen-Âge, le jugement divin pouvait passer par exemple par être jeté au fond d'un lac attaché à des pierres, et si on remontait, c'est que Dieu nous avait sauvés. Et c'est un des modèles explicatifs, très cher notamment à Marc Valeur et à l'équipe du Centre Marmottan, à l'époque, par rapport à la compréhension de la toxicomanie, des injecteurs d'héroïne qui voyaient avec cette idée de jeu avec la mort potentiellement, où il y avait le risque d'overdose qui était très présent. Mais en fait, là, dans son article de 2005, il questionne cette histoire d'ordalie par rapport au gambling, aux jeux pathologiques, aux jeux d'argent, et avec l'idée que ce n'est pas une réduction des risques, mais une réduction du risque au singulier, et que le joueur, finalement, est constamment dans le risque de perdre, et que c'est ça qu'il est en train d'alimenter. Je vous invite à lire l'article, il est vraiment très, très agréable. Je finis sur la partie sur les soins, le 4e pilier. La question, c'est en fait qu'est-ce qu'on soigne ? Alors déjà, ça peut dépendre de la sévérité du trouble, et donc il y a une réponse graduée en France. Tout d'abord, on peut proposer un suivi en ambulatoire, en médecine de ville ou en psychologue libéral ou dans des centres d'addictologie spécialisés. Potentiellement, si il y a un échec de ce type de suivi, il peut être proposé une hospitalisation, c'est-à-dire un temps de mise à distance des consommations. Et pour des personnes qui, en sortant d'hospitalisation, continueraient à avoir trop de difficultés à gérer leur consommation ou à gérer leur abstinence, il y a une possibilité de centre résidentiel. L'hospitalisation, généralement, c'est 2 à 3 semaines. Le résidentiel, ça peut être de 1 mois jusqu'à 1 an, voire 2 ans dans les établissements qui permettent de vraiment travailler aussi sur l'aspect dont on parlait tout à l'heure, qui est la question sociale, finalement. Qu'est-ce qu'on soigne ? Ça peut être aussi selon la conception de l'addiction. Je ne reviens pas sur le débat du modèle biopsychosocial, mais vous voyez, c'est un peu ce que je vous ai mis là. Et typiquement, c'est l'histoire des traitements de substances opiacées. Quand ils sont arrivés en France, au milieu des années 90, les premiers médecins qui ont prescrit de la méthadone ou du Subutex ont été traités de dealers en blouse blanche, notamment par leurs consoeurs ou leurs confrères, en estimant qu'ils donnaient de la drogue aux drogués. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de bénéfices que d'effets indésirables à pouvoir proposer ce traitement de substitution. Et d'ailleurs, c'est probablement une des explications de la crise des opioïdes aux États-Unis, c'est qu'il est beaucoup plus difficile d'accéder à des traitements de substitution aux opiacés aux États-Unis. Donc,
Il y a le biomédical, avec une réponse potentiellement médicamenteuse quand il y a des traitements. Par exemple, pour la cocaïne, dont on parle beaucoup en ce moment, il n'y a pas de traitement de substitution existant. Il y a l'aspect psychologique et l'aspect social. Et sur l'aspect psychologique, je voulais vous parler de ce livre de Andrew Tatarsky, qui s'appelle Harm Reduction Psychotherapy, et qui finalement mixe les concepts de la réduction des risques avec la psychothérapie. Moi, c'est un ouvrage qui m'a vraiment énormément inspiré dans ma pratique. Pour conclure, déstigmatiser, réduire les risques. Dans la vie, on a tous des comportements à risque. Et pas que en prenant des drogues. Je ne sais pas celles que vous prenez vous, mais on a tous des risques. Et par exemple, se brosser les dents, mettre sa ceinture de sécurité en voiture, sont des comportements de réduction des risques. Et Carl Hart, qui est un professeur de psychologie américain qui a énormément travaillé sur les addictions, a proposé de déstigmatiser finalement cette sorte de réduction des risques qui est associée aux drogues en parlant plus globalement de health and happiness. Donc santé et bonheur, avec en plus une balance positive, plutôt que de parler de risques, on parle de santé et de bonheur et de comment préserver au mieux ces aspects-là de notre vie. Et par ailleurs, lui revendique le fait de pouvoir consommer des drogues en estimant que dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, il est noté qu'on a le droit de rechercher le bonheur et que pour lui, ça passe par le fait de prendre de la drogue. Je vous laisse libre de choisir ou de lire ces ouvrages qui sont pour le coup très informatifs et truculents. Donc si je peux me permettre, je nous invite toutes et tous à chercher à tendre vers le bonheur en réduisant les risques, ce qui passe par le fait de communiquer, de créer des liens, de les préserver et déstigmatiser les usages, les addictions afin de pouvoir en parler. Je vous remercie de votre attention.